Les États-Unis viennent de terminer ce conflit en Syrie, ils viennent de le gagner 12 ans après. C'est effectivement un coup dur qui a été porté à l'image de la Russie sur la scène internationale, c'est clair. Mais la déclaration de Trump est pleine de vérité, c'est-à-dire soit c'est la capitulation, soit c'est la guerre à mort. Bienvenue dans cette nouvelle interview du Média en 442. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Karine Bécher-Golovko. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes docteur en droit, enseignante à l'Université d'État de Moscou, juriste, et vous avez un blog qui s'intitule Russie Politics. Alors, l'actualité est très chargée et pleine de rebondissements là ces derniers jours. Bien entendu, on va ouvrir cet entretien sur ce qui se passe actuellement en Syrie et tenter de comprendre si, d'une part, cet événement touche les intérêts directs et indirects russes, et d'autre part, si cela risque d'affaiblir ou non la Russie d'une quelconque manière. C'est en tout cas ce qui est présenté par les Européens. C'est ce qu'on va essayer de voir à travers votre analyse. Alors, tout d'abord, Karine, est-ce que la chute de Bachar el-Assad était prévisible depuis quelques mois ou bien c'est une surprise? À mon avis, c'est quand même une surprise. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait la possibilité de reprendre les combats en Syrie, c'était effectivement tout à fait possible. Cela se présentait avec l'intensification, on va dire, de la guerre menée au Moyen-Orient ces derniers temps. Donc, il y avait effectivement tout à fait la possibilité d'une extension du conflit et de conflits annexes, notamment avec la Syrie, puisque l'on a bien vu que plusieurs alliés, on va dire, proches de la Syrie étaient occupés ces derniers temps ou avaient été fragilisés. Il s'agit notamment du Hezbollah qui a été là fragilisé et occupé au Liban avec la guerre conduite par Israël. Il s'agit également de l'Iran qui tout d'abord a vu l'assassinat de Soleimani et ensuite on va dire le crash assez surprenant de hélicoptère de l'ancien président avec l'arrivée d'un nouveau président qui est beaucoup plus américano-atlantico-compatible en tout cas. Donc il y a effectivement, les cartes sont rebattues au Moyen-Orient et il y avait cette possibilité de là à voir s'écrouler en une semaine un système qui avait d'abord réussi à combattre quand même pendant, en tout cas jusqu'en 2015, avant que la Russie puisse intervenir, avait combattu pendant 2 ou 3 ans presque seul. Ensuite, avait réussi à renverser la vapeur puisque, rappelons quand même que lorsque la Russie était intervenue, les groupes terroristes qui avaient de façon assez surprenante particulièrement repris des forces depuis l'intervention de la coalition américaine soi-disant antiterroriste et se trouvaient aux portes de Damas. Après l'intervention de la Russie, effectivement, il y a eu un renversement de la situation, mais et ça, c'est un point qui me semble être extrêmement important. Il n'y a pas eu de véritable victoire du gouvernement régulier syrien sur les groupes terroristes qui continuaient à tenir des zones entières du pays. On se souviendra notamment de Deir ez-Zor, qui est aussi un fief et qui est largement soutenu par les États-Unis. Et l'on se souvient également des questions aussi de différentes enclaves qui avaient été entrées dans un espèce de statu quo négocié à l'époque pour geler en fait la situation. Et là, on voit réellement que, et ça c'est une leçon à tenir parce que ce n'est pas, si on se met du point de vue de la Russie, ce n'est pas le seul conflit qui soit en cours pour elle et ça n'est pas le plus important. C'est une leçon à tirer, il me semble, pour le conflit en Ukraine, pour la simple et bonne raison que les conflits, ça ne se gèle pas. Un conflit, manifestement, ça se gagne ou ça se perd. Les États-Unis, voilà. Et les États-Unis viennent de terminer ce conflit en Syrie, ils viennent de le gagner 12 ans après. Donc, ça, il me semble que c'est une leçon fondamentale à tirer dans notre époque où on ne déclare pas les guerres, hein, mais on les fait. On ne termine pas les guerres parce que dès qu'une partie avance, on commence à négocier, à geler un conflit, on reporte les conflits, mais à un moment donné, les conflits se terminent.
Alors, on va y revenir justement à la guerre en Ukraine, mais pour rester sur la Syrie, on nous présente la chose. En tout cas, moi, ce que j'aimerais savoir déjà dans un premier temps, c'est quelle est la position officielle de la Russie. Au tout départ, on nous disait que Bachar el-Assad était peut-être mort dans un accident d'avion, et puis finalement, dimanche en fin de journée, on apprend qu'il serait. Alors, je mets le conditionnel parce que là, ce sont les agences de presse russes qui ont rapporté l'information qu'il serait avec sa famille à Moscou, que l'asile politique lui aurait été accordé, une information qui n'a pas été confirmée par le Kremlin. Alors, vous êtes sur place, quelle est la position officielle de... Alors, l'information a été confirmée aujourd'hui, en fait, il y a peu, par le Kremlin. Le porte-parole du Kremlin a déclaré effectivement que Bachar el-Assad et sa famille se trouvaient en Russie. En revanche, ils n'ont pas précisé le lieu concret de sa résidence pour des raisons de sécurité évidentes. Et Peskov a déclaré que c'est le président russe lui-même qui a pris la décision d'accorder à Bachar el-Assad l'immunité, le statut de réfugié. L'asile. Voilà, tout à fait. Donc ça, on va dire que l'information est confirmée, a été confirmée en tout cas officiellement. Il y a très peu effectivement de temps. En revanche, la position de la Russie est assez surprenante en général. Il y a une chose quand même qui est toujours étonnante dans ces conflits, comme on vient de le dire, c'est l'utilisation des négociations, etc. Et en ce qui concerne la Syrie, c'est la question de ce format d'Astana, qui finalement a permis donc de geler le conflit pour finalement plus tard le terminer. Et l'on a vu la participation de la Russie la veille de la chute d'Assad, et on a entendu des déclarations qui sont quand même assez hors sol, je trouve, mais qui vont parfaitement dans l'air du temps et de la communauté internationale. Il faut arrêter les violences, il faut mettre fin au conflit, tout doit se terminer. Simplement, quand on se remet dans le cadre de la Syrie, je comprends pas très bien comment interpréter en fait ces déclarations, notamment du ministère des Affaires étrangères russe. Est-ce que ça veut dire que une armée régulière ne doit pas combattre contre les terroristes? Est-ce que dans ce cas-là, c'est appelé effectivement à déposer les armes et à ne pas défendre la souveraineté nationale, ce qui par ailleurs va à l'encontre de la position de la Russie par rapport à ses propres intérêts. Donc ici, il y a, il me semble, un problème que je soulève assez fréquemment en ce qui concerne la diplomatie russe. Ça me semble être pour l'instant en tout cas, un corps diplomatique extrêmement faible. Et qui reste très très souvent dans ces espèces de phrases toutes faites qui sont imposées par un espèce de discours globaliste, où maintenant bizarrement ni les États-Unis ni personne ne dit qu'il faut arrêter les violences ou qu'il faut geler le conflit pour permettre un gouvernement régulier du côté occidental. Au contraire, la France a déjà félicité les terroristes d'avoir réussi à renverser un gouvernement régulier. Donc, on voit très bien que tous ces appels à la non-violence, à la cessation des conflits, ne sont proférés en Occident que quand leurs intérêts sont en jeu. À partir du moment où l'Occident reprend la main, plus personne ne parle, en tout cas en Occident, de cesser le conflit, d'arrêter les violences. Donc, je ne vois pas très bien en fait l'intérêt de la Russie de reprendre ce discours lorsque l'on voit très bien quand même qu'elle vient de perdre un allié et une place importante, comme vous le disiez en introduction. Est-ce qu'il va y avoir des conséquences derrière? En tout cas, déjà, il y en a. Donc, c'est une position officielle qui est de la réelle politique, certes, puisque ce qu'on ne peut pas empêcher, on le reconnaît. Les drapeaux officiels syriens ont déjà été descendus hier des représentations diplomatiques en Russie. Ça va extrêmement vite, effectivement. Cela montre bien aussi que ces groupes terroristes qui ont pris le pouvoir en Russie sont parfaitement bien structurés, sont parfaitement entraînés, et il y a de fortes chances qu'ils n'agissent pas de leur propre fait. Oui, on peut rappeler d'ailleurs le nom de cette organisation terroriste qui se nomme Hayat Tahrir al-Sham. C'était une ex-branche d'Al-Qaïda et d'ailleurs il était recherché, le chef qui s'appelle Abu Mohamed al-Jolani était recherché. Sa tête était mise à prix par les États-Unis et puis du coup aujourd'hui il revient comme un libérateur. On l'appelle le radical pragmatique, en tout cas dans la presse française. Donc c'est dire. Mais je voulais qu'on parle d'un mot sur la géopolitique. Et
rappeler peut-être le concept à nos spectateurs de la géopolitique qui en fait, les pays cherchent avant tout leurs propres intérêts. Il n'y a pas d'amitié en géopolitique. Ça, c'est vrai. Il y a, à la limite, il y a des partenaires et il ne peut pas y avoir de place pour l'émotion. C'est un rapport qui dépasse le niveau du rapport humain. Le problème est que la géopolitique est faite par les États, mais les États sont tenus par des hommes. Et là, on voit ce paradoxe, en fait. Il doit s'agir de conception et de besoins et d'intérêts, mais il y a aussi cette dimension humaine qui va fausser le jeu aussi de temps en temps. Certains pays, comme la Russie, ont une tendance à mettre plus d'humain. Les États-Unis ont une conception beaucoup plus rationnelle et froide en géopolitique. Et là, on voit deux conceptions complètement différentes. Le problème pour la Russie, si on passe d'un point de vue géopolitique direct, c'est que deux questions se sont posées en même temps pour elle cette semaine. Un, c'est le fait de savoir avait-elle les ressources suffisantes pour prélever de ce qui est utilisé sur le front ukrainien pour les transférer en Syrie, et est-ce que cela en valait la peine, c'est-à-dire quelle était aussi la capacité de réaction et de résistance à l'intérieur en Syrie, et la vitesse à laquelle c'est tombé se pose quand même la question de la trahison intérieure, et notamment des forces armées, parce que si à un moment donné, en fin de semaine dernière, on a vu un certain mouvement où on a vu quand même une certaine impulsion de défense, de résistance, il y a même eu l'espoir à un moment donné quand même que la situation puisse se renverser. Très rapidement, samedi, c'était déjà terminé, et en gros, la question était une question d'heures et puis de jours. Donc, c'était la première question de la Russie. Si on est d'un point de vue extrêmement pragmatique, est-ce que ça valait la peine de s'affaiblir sur un front qui est existentiel pour elle, pour transférer sur un front qui pour elle, en tout cas, est secondaire? Et la deuxième question aussi qui se pose en termes de géopolitique, c'est la question des bases militaires russes de l'Latakia et de Tartouk qui sont en Syrie, notamment la seule base de la Russie sur la mer Méditerranée. Donc, c'est un élément qui est stratégiquement extrêmement important. Et là, du coup, si l'on ne réfléchit pas en termes d'amitié, de soutien humain à Bachar al-Assad, qui a quand même résisté extrêmement longtemps, si l'on compare la chute de l'Irak, la chute de la Libye, puisque tout a commencé à peu près à la même époque, lui a quand même réussi à tenir le pays, a presque réussi à reconstruire ce pays. La Russie n'aurait-elle pas eu intérêt effectivement à négocier un petit peu, alors quand on voyait que c'était presque fini avec ces groupes terroristes, pour garder ces deux bases militaires? Les déclarations qui ont eu lieu hier à ce sujet disaient que alors on ne sait pas s'il y a eu des négociations ou pas, mais en tout cas ça n'a pas été ouvertement dit. En tout cas, le résultat est que ces groupes arrivés au pouvoir reconnaissent le statut diplomatique des représentations diplomatiques de la Russie en Syrie, et pour l'instant aussi ne contestent pas les bases militaires en place, même si ces bases ont été mises à un niveau d'alerte maximal pour des raisons évidentes. Est-ce que ça veut dire qu'à terme, ces belles déclarations seront tenues ou pas? Ça, on verra. C'est toujours une question de rapport de force. C'est-à-dire que les engagements n'engagent que ceux qui y croient. Et pour l'instant, objectivement, de toute manière, ces groupes terroristes n'ont pas les moyens de faire tomber ces bases militaires. Ils doivent d'abord assurer institutionnellement leur prise de pouvoir. Et ensuite, la question se posera, mais n'ayons aucun doute, la question va se poser. Donc, nous sommes effectivement ici dans un rapport géopolitique où l'amitié entre Poutine et Assad est un élément secondaire et entraîne la question aussi qui est fondamentale en géopolitique, le respect du fort. Et ce qui nous entraîne, je dirais, à la troisième question dans ce que vous soulevez, si on analyse ce qui se passe strictement du point de vue géopolitique, c'est-à-dire sans les émotions,
C'est la question de la croyance en la force de la Russie sur la scène internationale. C'est-à-dire que si la Russie veut réellement avoir des alliés, elle doit les convaincre qu'elle est une force. Qu'elle n'est pas une force régionale, parce qu'elle l'est, ça ce n'est pas un contexte, mais qu'elle est une force géopolitique internationale qui soit capable de s'opposer à cet ordre atlantico-centré dans lequel nous vivons actuellement, qui est certes plus ou moins contesté, mais qui pour l'instant existe toujours. Et le fait d'avoir pu, plutôt de n'avoir pas pu empêcher cette reprise de la Syrie par les forces qui sont soutenues, et chacun le savait à l'époque, de ces pick-up qui venaient de la Grande-Bretagne, de ces terroristes qui allaient se faire soigner en Israël, de ces groupes modérés, soi-disant, parce que c'est bien connu que le terrorisme est plein de modération, reconnu par le département d'État américain. Donc, cela montre que la Russie n'a pas pu faire front à cela. Et ça va avoir un impact effectivement sur sa position sur la scène internationale. Ça ne veut pas dire que la situation va radicalement changer tout de suite. Il ne faut pas non plus tomber d'un extrême dans l'autre. Là, c'est plus, on va dire, la fantasmagorie et l'espoir que l'on ressent dans les médias alignés, notamment français. Mais c'est effectivement un coup dur qui a été porté à l'image de la Russie sur la scène internationale, c'est clair. Alors, pas seulement de la Russie d'ailleurs, il y a l'Iran certainement qui est visé aussi également. Est-ce qu'on peut parler que finalement c'est une guerre assez tactique? En tout cas, c'est un conflit qui a été mené de manière très tactique, que tous les regards se sont portés sur la guerre en Ukraine, notamment depuis l'élection de Trump, où on se disait la guerre en Ukraine va se terminer, Trump arrive un peu comme le sauveur qui allait geler ou non le conflit, mais ça on va en parler parce que je connais votre position à ce sujet. Est-ce que finalement les regards n'ont pas été détournés pour porter atteinte à la Russie et vous allez nous le dire parce que finalement en s'attaquant à la Syrie, c'est aussi, alors on l'a dit, vous l'avez évoqué, les bases militaires, peut-être porter un coup aux bases militaires russes qui sont présentes en Syrie, mais aussi à la route de la soie, peut-être remettre en question aussi l'avenir des BRICS. Ce sont des questions là que je pose ouvertement, mais qu'on peut se poser légitimement en tout cas. Effectivement, pour les BRICS, je sais pas. Enfin, c'est pour les BRICS, j'ai une position assez particulière aussi à leur sujet. À mon avis, ils sont trop nécessaires. Aussi paradoxal que cela puisse sembler, en tout cas au pouvoir globaliste, pour être remis en cause actuellement. Mais en ce qui concerne effectivement l'Iran, et l'Iran qui est aussi un allié de la Russie, en tout cas qu'il était, c'est aussi la question effectivement des routes, c'est la question aussi de l'accès de l'Iran derrière le soutien qu'il pouvait apporter, notamment dans le conflit qui est mené par Israël aussi et contre le Liban et contre la Palestine. Donc il y a la question aussi de l'approvisionnement et de l'aide qui pouvait être portée au Hezbollah. Il y a ici effectivement beaucoup de questions plus générales qui se posent et l'on semble arriver à une reconfiguration du Moyen-Orient avec l'émergence effectivement d'une figure centrale d'Israël qui provoque un déséquilibre des puissances. La question qui est de savoir, c'est est-ce que ce que l'on est en train de voir, c'est-à-dire la constitution de ce grand Israël, qui était cette espèce de fantasmagorie originelle, peut être arrêté. Et cela va dépendre aussi du monde arabe et de savoir est-ce qu'il existe réellement un pouvoir politique au niveau des pays de la région. Est-ce qu'ils sont capables ou non de se porter et de s'unir dans une voie unique contre cette reconfiguration totale du Moyen-Orient qui est en train de se dérouler. Et là, effectivement, n'oublions pas que l'arrivée de Trump joue en leur défaveur, puisque Trump est un allié fervent d'Israël, et il l'est même beaucoup plus ouvertement que ne l'était Biden.
Donc, il y a de fortes chances effectivement que cette reconfiguration soit largement soutenue outre-Atlantique aujourd'hui, ce qui permet effectivement de déstabiliser la Russie avec des fronts annexes et qui pour elle à la fois ne sont pas principaux, mais qui ne sont pas négligeables. Et c'est en fait toute cette difficulté à gérer parce que si des fronts, ça fait longtemps que l'on parle de la nécessité, en tout cas de l'idée, du point de vue atlantiste, d'ouvrir d'autres fronts, c'est-à-dire de ne pas focaliser uniquement sur l'Ukraine. Plusieurs idées ont été lancées, notamment la Moldavie, avec la question de la Transnistrie aussi qui se pose derrière, la question de l'Arménie, qui a été complètement évidée avec cette guerre qui a été conduite contre le Haut-Karabakh sous drapeau de l'Azerbaïdjan avec la Turquie en fait en surplomb. Et qui a complètement achevé la capacité de résistance, en tout cas de l'Arménie, et l'a fait basculer. Et là aussi se pose la question d'une base militaire russe. Donc on voit effectivement que un conflit, je dirais multiforme, est en train de se mettre en place, un étau qui peut se resserrer autour de la Russie. Si la Russie peut utiliser intelligemment ce qui se passe, c'est-à-dire si elle peut sortir de ce discours un peu bisounours de la diplomatie actuelle, elle peut utiliser cela pour provoquer une onde de choc et essayer de réveiller les autres pays qui sont un peu en instance. Parce qu'il faut comprendre que l'on arrive à une phase de radicalisation de ce conflit et c'est une forme en fait de guerre mondiale, ou en tout cas soit nous sommes dans une phase de guerre mondiale qui est en train de se dérouler, mais qui se déroule d'une autre manière que celle que l'on a vue lors de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'il y a une accumulation de conflits régionaux, mais qui ont une signification centrale. Soit nous sommes à un stade pré-déclenchement d'une guerre mondiale et nous risquons de nous diriger vers les conflits comme nous l'avons connu lors de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Mais dans tous les cas, il faut comprendre que les pays qui hésitent actuellement doivent faire leur choix parce que finalement, c'est leur existence qui est en jeu. La question n'est pas de savoir est-ce qu'ils veulent être pro-russes. La question est de savoir est-ce que l'intérêt national de leur nation les intéresse encore. Parce que si ça ne les intéresse pas, dans ce cas-là, ils risquent de se faire absolument dévorer dans ce processus. Et le seul moyen aujourd'hui d'essayer de revenir ou plutôt d'essayer d'éviter l'arrivée et l'aboutissement de ce conflit généralisé de haute intensité, c'est justement de réveiller les intérêts nationaux, ce qui peut permettre de mettre en place des systèmes de contrepoids politique et de gripper les mécanismes qui sont franchement en train de s'emballer quand même. Et quels sont les pays justement selon vous qui hésitent à se prononcer, à retrouver leur souveraineté, comme vous dites? Alors, vous parliez des BRICS, ça me semble être déjà un point de départ intéressant puisque lorsque l'on voit la politique conduite par les BRICS, elle est extrêmement, on va dire, ambiguë. D'un côté, oui, il y a une forme d'accord économique, qui ne va pas jusqu'à l'accord financier, puisque par exemple, il y a le refus des BRICS et de la banque mise en place des BRICS d'investir en Russie, de lancer des programmes d'investissement en Russie, afin de ne pas aller à l'encontre des sanctions mises en place par les atlantistes contre la Russie, ce qui est assez étonnant si l'on parle d'une structure qui doit lutter contre la globalisation. Pas si étonnant quand on sait que l'Inde est en train de tisser des partenariats avec Israël, donc finalement... c'est pas si étonnant que ça. Tout à fait. Et il y a donc ici, je dirais, c'est pour ça que j'ai toujours eu des doutes en fait sur l'intérêt présenté par les BRICS. Les BRICS, à mon avis, sont un stade intermédiaire, c'est-à-dire celui d'une globalisation régionalisée. C'est-à-dire qu'on ne peut plus avoir des organes trop éloignés des zones à gérer. Il faut rajouter un stade institutionnel de gouvernance qui permettent de gérer des groupes de pays. À mon avis, les BRICS en font partie.
ce qui ne veut pas dire qu'il ne soit pas utile. La question est toujours de savoir ce que l'on en fait. C'est un instrument. Donc finalement, la question est de savoir comment on utilise cet instrument. Le tout étant de ne pas avoir d'illusion sur le fait que les BRICS sont cette voie merveilleuse de la déglobalisation. C'est un instrument qui peut être utile, ne serait-ce que parce qu'il est extrêmement difficile de sortir d'un système globalisé total à un système d'État-nation. Les élites nationales ont perdu l'habitude de gouverner. Et il faut un certain temps, il faut un processus pour remettre en place des élites nationales qui puissent gouverner. Et effectivement, passer par un stade de globalisation régionalisée permet donc aussi, si on a en finalité derrière le retour à l'État-nation, permet effectivement de tracer une certaine voie. Ça peut être exactement l'inverse, c'est-à-dire ça peut être une illusion si l'on s'arrête à ce stade-là en disant voilà, c'est ce qu'on appelle ce monde multipolaire, c'est merveilleux, nous sommes revenus à la souveraineté. Le monde multipolaire, c'est pas la souveraineté. Le monde multipolaire, c'est un monde où il y a plusieurs pôles et ces pôles gouvernent. Et à l'intérieur de ces pôles, il y a des États. Et comme il y a une instance supérieure aux États, ces États ne peuvent pas, par définition, être souverains. Donc, il y a ici un instrument, tout va dépendre de ce que l'on en fait, en fait. Il y a d'autres blocs d'États, je pensais notamment aux États africains aussi, qui sont toujours dans une position, on va dire, assez ambiguë. D'un côté, il y a effectivement, on va dire, un certain discours pro-russe, c'est très bien, mais on va dire que ça va pas changer la donne et ça va pas résoudre le problème. Donc, ça permet effectivement de contrebalancer certains votes au niveau de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée générale de l'ONU, mais qui de toute façon n'a aucun pouvoir de décision. Donc là aussi, finalement, ça change pas grand-chose. Ça met en place, on va dire, une espèce de soft power. Ce qui serait bien, ça serait que ces pays réellement arrivent à un niveau d'autonomie et de gouvernance et de maturité politique qui permettent derrière de développer, on va dire, une autre vision stratégique, et on en revient à une autre vision géopolitique, ce qui pourra en faire, dans ce cas-là, des acteurs. Parce que pour l'instant, soyons honnêtes, ils ne sont pas. Donc, parce qu'il n'y a pas cette force politique derrière, et c'est cette vision politique alternative qui puisse être portée. Il y a donc effectivement un potentiel, mais nous en sommes à, on va dire, au moins une trentaine d'années quand même de globalisation forcenée, puisque ça s'est installé après la chute de l'URSS, lorsque des deux blocs, un seul bloc est resté, le système est donc devenu global. Mais il est vrai aussi que cette division en deux blocs après la Seconde Guerre mondiale a préparé en quelque sorte le terrain, puisque à l'Est comme à l'Ouest, les États ont été petit à petit désinstitutionnalisés et ont petit à petit perdu l'habitude de la gouvernance et de la souveraineté. Donc la transition vers le monde global a été facilitée en quelque sorte. Il serait nécessaire effectivement de revenir à ces mécanismes de gouvernance et à la politique dans le sens direct du terme, si l'on veut pouvoir essayer d'éviter de sombrer dans une période qui semble assez inquiétante. Alors, est-ce qu'on ne serait pas aussi dans une guerre froide qui ne dit pas son nom? Parce qu'on a l'impression, avec ce qui se passe en Syrie, c'est quand même un vrai coup porté à la Russie. Et je vais vous faire réagir sur les propos de Donald Trump. Alors que juste avant, on a eu Tucker Carlson qui est allé rencontrer Sergei Lavrov, qui rappelle donc l'assise de la Russie, de Vladimir Poutine. Et puis là, on a un Donald Trump. Alors je vous lis sa déclaration et puis je vous ferai réagir juste après. Il dit, je cite, « Assad est parti, il a fui son pays. Son protecteur, la Russie, dirigée par Poutine, n'a plus envie de le protéger. La Russie n'avait aucune raison d'être là. Elle a perdu tout intérêt pour la Syrie à cause de l'Ukraine, où près de 600 000 soldats russes sont blessés ou morts dans une guerre qui n'aurait jamais dû commencer et qui pourrait durer éternellement. La Russie et l'Iran sont actuellement dans un état de faiblesse, l'un à cause de l'Ukraine et de sa mauvaise économie, l'autre à cause d'Israël et de ses succès militaires. De même, Zelensky et l'Ukraine voudraient conclure un accord et mettre un terme à cette folie. Ils ont perdu 400 000 soldats et bien plus de civils.
Un cessez-le-feu immédiat devrait être instauré et des négociations devraient commencer. Trop de vies sont inutilement gâchées, trop de familles détruites, et si cela continue, cela pourrait se transformer en quelque chose de bien plus grave et bien pire. Je connais bien Vladimir, c'est son moment d'agir. La Chine peut aider, le monde attend. Il me semble que c'est extrêmement intéressant si l'on le met en parallèle avec cette déclaration de « je fais la paix en 24 heures » et l'on a vu tous les réseaux sociaux s'emballer « c'est merveilleux, c'est génial, c'est la paix ». Ici, il me semble que pour interpréter, il faut comprendre la différence des niveaux entre le niveau du discours, le niveau de la communication, et le niveau politique et le niveau de la décision. Trump produit un discours. Et un discours qui utilise effectivement la situation actuelle dans l'intérêt des États-Unis. Lui est fort, Poutine est faible, l'Iran est faible, Israël est fort. On voit le partage assez classique. Quant aux chiffres avancés des pertes, il faut toujours prendre les chiffres avec beaucoup de pincettes puisque de toute façon personne ne le sait. Donc il y a beaucoup de pertes de part et d'autre. En attendant, on voit quand même une armée ukrainienne franchement décimée avec beaucoup de difficultés, ce qui n'est pas le cas de l'armée russe. Donc à mon avis, il faut faire attention aux proportions qui sont avancées quand même dans la déclaration de Trump. Ce que ça montre, que la seule paix que Trump envisage, c'est la même paix que celle de Biden, c'est exactement la même paix que celle de Stoltenberg, c'est-à-dire une paix qui repose sur la capitulation de la Russie. Point. Il n'envisage strictement rien d'autre et il n'a rien d'autre à proposer. Et honnêtement, c'est normal. Il ne peut pas avoir autre chose à proposer. Il ne peut pas commencer son mandat en perdant l'Ukraine. Ça n'est pas possible. Politiquement, ça n'est pas possible. Dans ce cas-là, il tombe pour haute trahison. C'est logique. Donc, ça permet, à mon avis, aussi de résoudre un peu la question des attentes que je trouvais quelque peu surévaluées quant à l'arrivée de Trump sur la suite du conflit. Et qu'est-ce qu'il dit en substance? Soit vous capitulez, soit on fait une guerre à mort. Et parce que quand il dit sinon c'est éternel, c'est ça. L'éternité, c'est jusqu'à la mort. L'éternité, elle finit. Ça veut pas dire qu'elle termine pas. C'est-à-dire que jusqu'à ce que l'on meure. Donc, c'est simplement, il dit clairement ce qui était déjà plus ou moins clair avant. C'est que rien ne va changer. Simplement, il est beaucoup plus doué pour la négociation. Il est beaucoup plus fort politiquement que n'était Biden et que n'étaient les démocrates. Donc, en ce sens-là, il est beaucoup plus dangereux pour l'équilibre et la sécurité internationale. Il est intéressant aussi sur un autre plan, c'est que il est incompatible avec les globalistes radicaux, c'est-à-dire ceux du wokisme, ceux qui sont allés jusqu'à l'autodestruction. Lui, il veut revenir à un système global atlantico-centré avec les États-Unis au centre. Le reste sont des colonies plus ou moins distantes. Il propose même d'ailleurs un pacte de paix avec la Chine qui est aussi pour une raison qui me surprend assez est toujours présenté comme l'ennemi numéro 1 des États-Unis, comme ce grand combattant de la globalisation. La Chine, c'est l'usine de la globalisation, c'est elle qui produit. Donc la Chine a besoin de la globalisation a besoin de la Chine. Il peut y avoir des concurrences économiques entre les États-Unis et la Chine, c'est tout à fait logique, bien sûr, oui. Ce qui explique la question après des régulations, des impositions sur des taxes sur les imports, sur l'export, mais ça n'ira pas plus loin. C'est absolument évident. Donc, il a dans cette déclaration, je dirais, presque ouvert les cartes. Et ça, par contre, c'est extrêmement bien. À mon avis, c'est une erreur de sa part. Parce que cela met en porte-à-faux aussi les élites qui sont partagées en Russie, ces élites qui sont plus globalistes, qui pour l'instant ne peuvent pas trop lever la tête parce que c'est pas tellement à la mode la globalisation quand officiellement vous êtes en guerre contre elle, mais qui sont toujours à l'œuvre et pour une grande partie toujours en place. Donc, en ouvrant ainsi les cartes, en quelque sorte, il leur coupe l'herbe sous le pied. C'est-à-dire que c'est plus possible de dire après cela ouvertement partout maintenant, on attend l'arrivée de Trump, comme ça on va pouvoir discuter de la paix. Parce que sinon, ils vont être obligés de dire
dire on attend la veille de Trump, sinon maintenant on va discuter de la capitulation. C'est aussi une erreur par rapport à l'Europe, qui avait peur de se faire abandonner par Trump. Trump, en gros, leur dit, et par sa visite notamment en France et par ses déclarations, vous n'avez pas à avoir peur de moi, je vais pas vous abandonner. Simplement, il va falloir que vous dansiez sur la musique que moi je joue. C'est tout. Donc, globalement, si vous voulez, je dirais qu'il y a un changement de stratégie, mais il n'y a pas de changement de finalité. Alors, est-ce que la Russie a tout intérêt à négocier là? Absolument pas. Absolument pas. Alors maintenant, bon, on va dire que c'est la première réaction, qui peut-être aussi un peu émotive de ma part, parce que aussi j'habite en Russie et j'aime la Russie, et aussi parce que je suis française et j'aime la France, et je comprends très bien quelles seraient les incidences si la Russie capitulait, notamment aussi pour la France, et ce serait une catastrophe pour au minimum les 50 prochaines années. Je parle de la France là. Mais si je sors de ce côté émotionnel et en revenant de façon plus rationnelle, la Russie, comme les États-Unis, sont actuellement dans une situation de patte, si on parle en termes d'échec. C'est-à-dire que il y a un certain équilibre et dans la force et dans la faiblesse, et remporter réellement une victoire implique de changer de registre et de changer d'ampleur, c'est-à-dire de réellement rentrer dans une guerre qui, du côté atlantiste, va englober l'Europe avant les États-Unis. Les États-Unis sont en arrière-garde, mais va déjà englober l'Europe, et côté russe implique également une mobilisation non pas partielle, non pas en utilisant les contractuels qui certes permettent effectivement de renflouer mais ne sont pas suffisants. Donc ça nécessite déjà des hommes. Pour l'instant, ni les atlantistes ni la Russie ne sont prêtes à passer ce pas. Peut-être heureusement pour nous d'ailleurs, ce qui nous évite de passer en tout cas tout de suite dans un conflit de très haute intensité. En revanche, chaque partie comprend que dans la situation actuelle, il n'est possible que de geler le conflit, mais pas de l'arrêter. Et on en revient à la situation de la Syrie. C'est-à-dire qu'un conflit, à un moment donné, il va se terminer. Si la raison de ce conflit est toujours existante. Or, pour que la raison du conflit disparaisse en Ukraine, il faut soit que les élites globalistes disparaissent en Occident, soit que la Russie, politiquement, disparaisse de l'échiquier. Et dans ce cas-là, il peut y avoir effectivement éviter ce conflit. Mais de toute façon, il y aura une défaite. C'est-à-dire la question qui se pose, en fait, c'est est-ce qu'il y aura une victoire et une défaite avec la guerre, ou est-ce qu'il est possible d'obtenir cette victoire et cette défaite sans la guerre? Et ça, c'est aussi cette dimension, à mon avis, qu'il faut réellement prendre en compte. Si la Russie veut négocier, le seul intérêt pour elle, en fait, de négocier, je dirais deux intérêts. Et le premier, en fait, a priori, je l'évacue parce qu'il me semble irréaliste. Elle ne peut pas négocier en perdant la face, parce que dans ce cas-là, ça provoquerait des remous intérieurs avec les risques quand même de retour de personnes, de centaines de milliers de personnes qui ont été sur le front, qui se sont battues, qui sont battues pour le monde russe, pour la terre russe, et qui ne vont pas simplement rentrer en disant super, on a négocié. Donc, il faut si elle négocie, il faut qu'elle obtienne quelque chose. Et effectivement, et en étant réaliste, dans un premier temps, en tout cas, ces nouveaux territoires qui sont rentrés juridiquement du point de vue russe dans la Fédération de Russie, c'est-à-dire les régions de Donetsk et de Lugansk et les régions de Kherson et de Zaporozhye, dans leurs frontières administratives, peuvent rentrer s'il y a une réelle démilitarisation de l'Ukraine, sachant que cette démilitarisation ne peut pas être assurée et garantie par un contingent de troupes de l'ONU. On a déjà vu ce qui s'était passé dans le Donbass avec l'implication des forces de l'OSCE qui ont pris le parti de l'Ukraine. Donc, il y a ici deux problèmes qui se posent. Un, de toute manière, les atlantistes n'accepteront jamais une reconnaissance juridique des frontières de la Russie avec ces nouveaux territoires, qu'il s'agisse des frontières administratives de ces nouvelles régions ou de la ligne de front. On a vu déjà avec les accords de Minsk que de toute manière, ils ne pouvaient pas reconnaître la Crimée. Donc, ça, c'est absolument possible, parce que dans leur logique, le monde est global. Donc, il ne peut pas se réduire, il ne peut qu'augmenter. Et sinon, c'est remettre
remettre en cause cette globalité. Donc pour eux, c'est par principe absolument impossible. Et le deuxième problème qu'il a, et pour la Russie, elle ne pourra pas accepter la présence d'un contingent international en Ukraine, puisque cela implique derrière effectivement une occupation de facto de ce territoire. Et à terme, il est évident que l'on en arrive à un nouveau conflit. Donc ça, je dirais, c'est la première voie qui est absolument impossible. La deuxième voie qui pourrait être utilisée et utile pour la Russie, c'est aussi paradoxal que cela puisse sembler, lorsqu'elle arrive, pas maintenant, mais lorsqu'elle arrivera aux frontières de Donetsk et de Lugansk, à une forme de gel sans le dire de ce conflit. Pour deux raisons. Un, elle a besoin aussi de mettre en place un certain nombre de réformes à l'intérieur si elle veut effectivement pouvoir assurer derrière, on va dire, une campagne de plus grande ampleur, pour ne pas se retrouver comme au début 2022, finalement à négocier à Istanbul, à repartir en courant et ensuite à avoir du mal à gérer les conséquences de ces accords désastreux. Et deuxièmement, parce que le combat, comme on l'a dit, ne se mène pas que sur le plan militaire, il se mène aussi sur le plan idéologique. Et là, il est fondamental pour la Russie d'intensifier la question de la déglobalisation interne du pays si réellement elle veut avoir une chance de remporter la victoire. Parce que ce conflit en Ukraine, nous ne sommes pas dans le cadre de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale. 2025, ça sera pas 45. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'aller à Kiev, comme d'aller à Berlin, pour à l'époque faire tomber Hitler et maintenant faire tomber Zelensky. La dimension militaire est fondamentale, c'est pour ça qu'il est important au minimum de refermer. Mais il faut être réaliste, vu la vitesse à laquelle elle avance, en tout cas la Russie avance, il va être extrêmement difficile, de reprendre Kherson qu'elle a laissé pour des raisons absolument aberrantes, et d'aller prendre le centre d'Oblast de Zaporozhye. Donc, si on est réaliste, une pause, si elle met en place des structures, des réformes structurelles au niveau militaire, ce qui passe notamment par la remise en cause de la réforme qui a été mise en place après la campagne de Géorgie sur le service militaire, qui avant était un service de 2 ans, et les appelés étaient utilisés dans les différentes opérations militaires, puisque 2 ans, une année vous êtes formé, une deuxième année vous pouvez être opérationnel. Là, nous sommes sur une formation d'1 an, et évidemment, ces personnes ne sont inaptes à la guerre. Or, nous sommes en situation de guerre. Donc, il faut aussi tenir compte des changements de réalité. Et deuxièmement, c'est la restructuration, c'est le reformatage un petit peu de la société qui, pendant 30 ans, a glissé doucement, fermement et volontairement, a été conduite vers une forme de ce qu'on appelle en France un peu de boboisation de la société, c'est-à-dire un affaiblissement de l'enseignement, un affaiblissement de l'école, un affaiblissement des rapports humains, une infantilisation volontaire de la société, où maintenant on est soi-disant commence à être adulte à peu près à partir de 35 ans. Donc il y a ici, il me semble, une nécessité de reprise en main, et il y a cette conscience de cet impératif. On le voit à travers le discours sur l'importance des valeurs traditionnelles en Russie, mais le problème est que, il s'agit essentiellement d'un discours, et ça n'empêche pas tout ce qui est indépendamment de la propagande homosexuelle qui effectivement, oui, est interdite. Pour le reste, ça ne change rien. Si vous regardez même les feuilletons à la télévision, ou pas à la télévision, mais de toute façon, ce sont les mêmes feuilletons que les gens regardent sur leur écran ou à la télévision, où vous n'avez pas une famille normale, où il est impossible d'avoir des rapports intergénérationnels qui soient normaux, et ce sont des feuilletons actuels russes. Donc, ça serait bien de passer du discours à l'acte et essayer de revenir à une conception un peu plus normale des rapports humains. Et pour cela, il est effectivement nécessaire de reprendre en main cette société et de revenir sur plusieurs éléments de déstructuration qui ont été mis en place ces dernières années.
Donc, dans ce cas-là, il peut y avoir intérêt à la Russie pour elle, parce qu'elle a besoin de gagner du temps. Si derrière, elle est apte à avoir une stratégie. C'est-à-dire si elle change aussi de discours médiatique, notamment dans le domaine militaire, parce que, soyons honnêtes, son discours est absolument catastrophique depuis le début de l'opération militaire. C'est on met en place des conditions favorables pour discuter, donc d'accord, donc les gens sont allés se battre pour que vous puissiez avoir des conditions favorables pour discuter. Peut-être une autre formulation possible des choses. Dire on n'est pas intéressé par le territoire. Et vous allez faire quoi? Les gens, ils attendaient. Les gens sortaient en Ukraine, dans l'Ukraine de l'Est, avec les drapeaux russes et avec les drapeaux soviétiques. Ils attendaient. Vous dites quoi? Non, le territoire ne nous intéresse pas, vous ne nous intéressez pas. C'est complètement absurde quand derrière, de toute façon, évidemment, il faut gérer ce territoire. Évidemment, il faut gérer ces populations. Donc, il me semble que, ou alors encore, ce qui était merveilleux aussi, oui, c'est hier, nous avons eu plusieurs déclarations quand même assez pharaoniques. Donc, il y avait effectivement cette déclaration disant que la Russie est toujours prête aux négociations et notamment à revenir à la formule d'Istanbul. C'est merveilleux. Donc, on nous parlait à l'époque aussi de la voix, c'était pas finlandaise, c'était suédoise de l'Ukraine. Au niveau de la neutralité, entre-temps, la Suède est rentrée dans l'OTAN, ça ne dérange toujours personne au niveau du discours. Donc, il y a quand même un très, très sérieux problème. Et la question qui se pose, c'est que le problème est uniquement au niveau médiatique ou le problème est aussi politique. Donc, c'est pour ça que dans ce cas-là, si la Russie arrive aux frontières administratives de Donetsk et de Lugansk, elle peut avoir intérêt à ce moment-là, effectivement, de faire une pause, mais sans forcément d'ailleurs l'annoncer, sans forcément le déclarer à haute voix et sur tous les fronts. Et dans la mesure où, elle est prête à se reformater de l'intérieur et deuxièmement, à avoir une véritable vision stratégique du monde russe. Sinon, cette guerre, elle ne sert strictement à rien. Parce que quand on regarde le discours qui est construit en Occident, c'est un discours extrêmement monolithe. Il arrive même à faire oublier que l'Ukraine, c'est un territoire indépendant depuis une trentaine d'années. Et que les quelques fois où il a été sorti de la Russie, depuis plus du millénaire où il fait partie de la Russie, à chaque fois, il a été instrumentalisé contre la Russie, que ce soit à la chute de l'Empire russe, que ce soit lors de l'occupation nazie, ou que ce soit actuellement. Donc, ils arrivent très bien en Occident à produire un discours qui recrée une nouvelle réalité, où tout à coup, ces frontières, mais juste celles-ci, sont absolument inamovibles. Mais juste celles-ci. Parce que, par exemple, les frontières de l'Allemagne, elles, étaient amovibles. Parce que, par exemple, l'ex-Yougoslavie, elle, c'était aussi, on pouvait tout à fait revenir sur ces frontières. Donc, si la Russie arrive à sortir de ce discours, de ce dogme dans lequel elle est complètement tombée aussi avec la chute de l'Union soviétique, elle peut avoir une chance effectivement d'en sortir. Mais ça, c'est effectivement, et c'est un travail à long terme. Et il peut y avoir un déclic aussi qui va permettre d'accélérer les choses. Pour ça, c'est extrêmement difficile de dire où l'on va. Mais la déclaration de Trump est pleine de vérité, c'est-à-dire soit c'est la capitulation, soit c'est la guerre à mort. Alors, qu'est-ce que vous pensez avec tout ce que vous venez de nous dire? Et c'est vrai que vous avez un autre regard que nous. Ce qu'on perçoit de la Russie, en tout cas, là, on la voit d'un autre œil, j'avoue. Quand on parle de déstructuration de la société, de discours un peu. Alors, je comprends maintenant le discours de bisounours que vous évoquiez tout à l'heure. Je comprends mieux. Mais d'un autre côté, on a par exemple Xavier Moreau qui il y a une semaine ou quelques jours, on va dire, qui a déclaré que la Russie a gagné la guerre en Ukraine. Donc du coup, c'est vrai que ça nous met dans une position où là, on doute de la puissance, de la surpuissance de Vladimir Poutine, entre autres, parce que c'est Poutine qui tient le pays, en tout cas pour l'instant. Alors Xavier est adorable. Xavier est extrêmement optimiste, on va dire. Donc, il y a effectivement, on va dire, toute une branche dite pro-russe qui produit un discours
très optimiste, à mon avis beaucoup trop optimiste, qui malheureusement aussi manque de recul et surtout très émotionnel. Il y a des gens qui sont convaincus que cela, je ne remets pas du tout. Je connais Xavier, j'apprécie beaucoup. Je remets pas du tout en cause le fait qu'il y croit. Comme il y a aussi, je dirais de l'autre côté de la barricade, des gens qui sont persuadés qui étaient persuadés en 2022 que l'armée russe était complètement faible, que de toute façon elle allait s'écouler en 3 semaines. Je parle pas des gens qui sont payés pour ça, parce que ça c'est leur travail, la propagande, c'est autre chose. Je parle des gens qui sont convaincus. Donc là, nous sommes dans la question des convictions, et je dirais que lorsqu'il y a un conflit, c'est important d'avoir de part et d'autre, chacun a besoin d'avoir cette base, hein, ce socle sur laquelle, en fait, les décisions politiques de part et d'autre s'appuient et vont avancer, parce que sinon, le système s'écroule. Donc, c'est tout à fait normal. Je dirais que s'il y avait que comme moi des gens qui arrêtent pas de douter, ce serait une catastrophe, en fait, pour la Russie. Donc, finalement, il vaut mieux qu'il y ait plusieurs personnes comme ça qui y croient et qui y vont. Et c'est très bien. C'est dans le sens de la construction politique, c'est très bien. La différence, moi, je fais pas la construction politique. La politique, je l'analyse. C'est mon travail. Je suis universitaire, donc j'ai la mauvaise habitude de me poser des questions, et même de poser des questions quand elles sont désagréables, quand elles sont pas confortables, et quand elles sont assez mal perçues. Donc, nous avons simplement, je dirais, chacun remplit sa fonction, celle qui dépend de sa nature. Je veux dire que ça ne change rien au niveau de la question de la force ou de la faiblesse objective de la Russie, comme le discours quand, je ne sais plus, c'était TF1, je crois, nous disait que la Russie envoyait les machines à laver sur le front pour récupérer les puces électroniques. Bon, je pense que c'est aussi surréaliste, chacun remplit sa fonction, soit. Ce qui ne changeait rien non plus à la question de la force ou de la faiblesse, hein, et de l'implication atlantiste en Ukraine. Donc, si vous voulez, de part et d'autre, il me semble ici, c'est pour ça que tout à l'heure, déjà par rapport à Trump, je disais, je répète ici, surtout en période de guerre, il me semble fondamental de dissocier le discours du politique. C'est-à-dire que là, nous sommes dans la production de discours. Il accompagne, mais il a toujours accompagné. On se souviendra des tracts lors de la Première Guerre mondiale aussi, qui étaient distribués, et notamment en zone ennemie, parce qu'il fallait aussi faire remettre en cause la force de l'armée à l'époque, etc. Donc ça, je veux dire que la question de la propagande, la question de la propagande dans le sens normal du terme, c'est-à-dire du contrôle du discours et de la propagation de ce discours, d'un discours précis. Ça a toujours existé en période de conflit, et c'est inévitable, c'est une des composantes, c'est normal, parce qu'il faut le constituer, ce socle, chez soi, et il faut affaiblir le socle de l'autre. Donc, c'est normal. En revanche, il me semble qu'il y a, au-delà de ça, un problème peut-être plus général en Occident, qui est cette espèce de complexe de supériorité généralisée, et cette manière de toujours sous-estimer et de tourner en dérision, notamment la Russie. Alors la Russie, c'est quoi? C'est un espèce de tas de moujiks qui court à droite, qui court à gauche, qui se saoule et qui sait pas très bien ce qu'il fait. Ça fait partie aussi, je dirais, de la propagande de guerre, parce que dans toute propagande de guerre, il y a cette fonction qui est celle de la déshumanisation de l'ennemi, et évidemment de sa dérision, parce que ça permet soi-même de se sentir plus fort, donc ça donne entre guillemets du cœur à l'ouvrage. Si vous présentez l'ennemi comme quelqu'un de fort, de robuste et qui présente un danger, vous allez avoir beaucoup plus de mal à lever les troupes pour aller le combattre. Donc là aussi, si vous voulez, c'est normal, tant que ça reste dans le discours. Ce qui m'inquiète plus pour la France aussi, notamment parce que c'est mon pays, et en général, je dirais pour l'axe atlantiste, c'est que j'ai l'impression, c'est une impression, que cela dépasse le stade du discours, que cela est réellement entré dans la sphère politique. C'est-à-dire que en quelque sorte, ils ont été contaminés par leur propagande. Et ça arrive aussi très souvent, malheureusement, parce que la propagande que l'on produit
on finit aussi par y croire. Et ça devient un paramètre dans la prise de décision, et ça c'est extrêmement dangereux parce que il y a ce sentiment d'impunité dont ni l'Europe américanisée, atlantisée en tout cas, ni les États-Unis n'arrivent à se défaire par rapport à la Russie. Ils ont l'impression que on peut faire quoi qu'il se passe, il n'y aura pas de réaction. Et finalement, il n'y aura rien de grave derrière. D'accord. Il y aura quelques missiles de plus sur l'Ukraine, puis globalement, ça s'arrêtera là. Il y a eu un moment même de peur avec Aryashnik. C'est ça. Voilà. C'est ça. Quand même, là, il y a eu une petite réaction. Et on a vu derrière, il y a eu, donc on rappellera, il y a eu le premier tir des missiles sur Koursk, la région de Koursk et de Bryansk, et réponse de Aryashnik sur une ancienne usine à Dniepropetrovsk, une usine soviétique qui était un espèce de monstre souterrain de construction militaire qui, mais ça c'est des sous-entendus, c'est confirmé nulle part, mais beaucoup en parlent, aurait été en partie réactivé et utilisé actuellement notamment par les programmes de l'OTAN afin pour tout ce qui est l'entretien aussi, réparation, etc. Et un missile Aryashnik a été tiré dessus de manière étrange, on va dire. Aucune image des résultats n'a été diffusée dans les médias. Et derrière, il y a eu un autre tir en Russie quelques jours après, à Bryansk cette fois, sauf erreur de ma part, et c'est tout. C'est-à-dire qu'il y a eu un tir qui était un peu quand même, je trouve, sur le modèle du bac à sable. J'ai même pas peur, d'ailleurs, je le fais. Et finalement, après, j'arrête. Donc, il y a eu effectivement un impact d'Aryashnik. Et au moins, sur ce plan-là, ça a limité un petit peu l'escalade. Maintenant, l'escalade était relative aussi, puisque il n'y a pas une quantité inépuisable non plus de missiles américains, britanniques et français, et que pour l'instant, en tout cas, les Allemands ne veulent pas fournir les leurs. Et que la Russie aussi n'a pas pour l'instant une quantité non plus inépuisable d'Aryashnik de son côté. Donc, c'est le premier stade. Mais le problème est que, indépendamment de ça, on continue à discuter de l'envoi de soldats de pays de l'OTAN en Ukraine. Et il n'y a pas de conscience du danger derrière et de cette escalade. Et c'est d'autant plus inquiétant que lorsque il y a eu en 2023 à un moment donné une grande escalade communicationnelle autour de la question nucléaire. C'était extrêmement intéressant à ce moment-là, alors que dans tous les médias, chacun, en tout cas en France, je regardais un petit peu, chacun a sorti ses petits spécialistes qui vous expliquaient que oui, la Russie pouvait tirer sur la France, sur les installations françaises, etc. En parallèle, lorsque vous écoutiez ou lisiez, parce qu'en l'occurrence je le disais, le rapport de la conférence de presse du porte-parole du département de la Défense aux États-Unis, il disait que la Russie ne présentait aucun danger nucléaire. Donc, il y a quand même des problèmes derrière et quand on discute de l'envoi de forces de l'OTAN en Ukraine, que ce soit sous forme de, entre guillemets, de formateurs, d'instructeurs, de ce que vous voulez, ça veut dire qu'il n'y a pas cette conscience des risques derrière. C'est-à-dire que pour l'instant, les pays européens se sentent toujours en totale impunité. Et il y a ici ce problème que la diplomatie russe est extrêmement faible aujourd'hui, je le disais au début et je le maintiens, parce que en fait, c'est une diplomatie classique, c'est une diplomatie traditionnelle. C'est une diplomatie qui n'est pas adaptée du tout à la situation. En Europe, nous avons malheureusement assez efficacement détruit notre diplomatie. Je parle même pas des dernières réformes du corps diplomatique qui ont été conduites par Macron. C'est une destruction physique du corps diplomatique français.
Mais il y a eu également cette destruction de la culture diplomatique et de la culture politique. Ça aussi, c'est lié à ces phénomènes de globalisation qui s'accompagnent de différentes mesures, notamment du remplacement de la politique par le management. C'est un des aspects aussi qui permet d'affaiblir les États de l'intérieur et qui les rend beaucoup plus manipulables de l'extérieur. Mais quand vous lisez les théories de management des années 60-70 aux États-Unis, d'ailleurs, c'est expliqué en ce sens. Ça permet de mieux contrôler la structure qui utilise ces techniques de management. Le problème est que cette diplomatie qui n'en est plus, mais qui en a encore formellement en tout cas le nom, ne comprend pas les signaux habituels qu'on envoie dans le cadre des discussions diplomatiques. Et les pays occidentaux prennent ça pour de la faiblesse. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression, parce que la Russie n'a pas réagi maintenant, elle ne réagira pas. C'est comme avec les accords de Minsk à l'époque. Ils ont été violés ouvertement de toute façon. Et la Russie était restée toujours très formaliste, parce qu'elle a un formalisme juridique qui dépasse l'entendement souvent, mais qui est extrêmement ancré dans son mode de fonctionnement. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne réagira pas. Finalement, il y a eu 2022. Est-ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que finalement, ce formalisme, à un moment donné, alors vous avez parlé du risque nucléaire, de l'escalade nucléaire en 2023, on l'a encore subi il y a pas très longtemps finalement, hein, avant que l'actualité de la Syrie reprenne le dessus, mais on a cru aussi qu'il allait y avoir une guerre nucléaire, parce qu'on en parlait ici dans les médias, et on voyait alors vous me dites si c'est vrai ou pas, sur les télévisions russes, que des cartes étaient montrées de l'Europe avec des possibles cibles. Est-ce que ça c'était réel ou pas? Moi je les ai pas vus en tout cas. C'est peut-être passé quelque part. Je dis pas que c'est passé nulle part. Je dis que moi personnellement, je regarde la télévision, je les ai pas vus. Donc et que finalement, alors on craint effectivement un risque de guerre nucléaire ici en Europe. Est-ce qu'on en a conscience ou pas? Visiblement non, parce que la provocation est toujours là, toujours plus. En fait, on en fait toujours plus. Mais ce que vous nous dites, c'est que la Russie, à un moment donné, frappera. Finalement. Vous avez dit aussi que la Russie était formaliste. Oui. Donc, ce qui peut rassurer l'Occident. La question de la réponse nucléaire russe est particulièrement encadrée. Donc, il était évident que quand ils ont envoyé Erlich, qu'il ne pouvait pas y avoir de tête nucléaire. Et ça, c'était évident, indépendamment des généraux de plateau qui se baladent en France. Il y a un certain nombre de conditions qui doivent être remplies pour qu'il y ait une réponse nucléaire. Tout d'abord, il faut qu'il y ait réellement une mise en danger existentielle de la sécurité nationale de la Russie. Donc, le fait d'envoyer 1 ou 2 missiles ATACMS sur Koursk ou sur Briansk, ça ne met pas en danger l'existence de la Russie. Il faut qu'il y ait une attaque massive, notamment par des puissances nucléaires, qui peuvent être conduites avec des puissances non nucléaires. Mais il faut que cette attaque soit massive. Donc, la question qui reste est de savoir, est-ce que l'Occident est en train, lorsqu'il monte ce discours de la possible agression nucléaire russe, est-ce que l'Occident est en train de préparer les populations à ce que, à force d'envoyer et de faire monter les enchères, l'Occident est prêt à lancer une attaque massive contre la Russie? Dans ce cas-là, c'est la seule raison pour laquelle on pourrait soulever la question de la réponse nucléaire. Ou alors, c'est simplement du bluff, et on est toujours dans la rhétorique de communication, parce que finalement, c'est quand même extrêmement difficile quand même d'expliquer aux gens pourquoi ils doivent se battre en Ukraine. Et qu'est-ce que les gens ils vont se battre pour quoi en Ukraine? Quels intérêts ils vont défendre en Ukraine? La Russie ne présente aucun intérêt pour la défense et la sécurité nationale française. Et ça, c'est reconnu quand même, si on est un minimum sérieux. Qu'est-ce que la France va faire là-bas? Qu'est-ce que l'Allemagne va faire là-bas? Qu'est-ce que l'Italie, la Grande-Bretagne vont faire là-bas? Ça rappelle quand même d'autres époques, c'est-à-dire que la Grande-Bretagne et la France étaient également extrêmement actives à la chute de l'Empire, lors de la Russie,
parce que c'était intéressant à l'époque déjà d'essayer de se répartir les territoires. Et il y avait la question, on se répartissait les territoires du Sud avec l'Ukraine, les États-Unis avec le Japon récupéraient l'Extrême-Orient, la Grande-Bretagne récupérait un autre morceau avec les Pays-Bas, etc. Donc il y avait quand même déjà ces discours. Est-ce que finalement on en revient à ça? Mais dans ce cas-là, c'est pas la Russie qui est l'agresseur. Simplement, il faut essayer de remettre un petit peu les choses à leur place et surtout, il me semble qu'il serait bon que les gens se souviennent un petit peu de l'histoire, parce que l'histoire, elle a une fâcheuse tendance à se répéter. Pour la simple et bonne raison qu'il y a une constance désespérante dans la nature humaine. Donc, forcément, les choses se répètent. Donc, si on peut résumer juste sur ce point pour rassurer les auditeurs, en tout cas, c'est-à-dire que il n'y a pas une attaque systématique, massive, conduite par les pays européens dont la France est une puissance nucléaire, il n'y a strictement aucun risque de réponse nucléaire pour l'Europe. Maintenant, il me semble qu'il faudrait aussi se réaliser un petit peu que la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, sauf au Japon, puisque rappelons quand même que pour l'instant, le seul pays qui a utilisé une bombe nucléaire, ce sont les États-Unis, qu'ils ne s'en sont jamais excusés et que, comme par hasard, tout le monde trouve ça normal. Les guerres traditionnelles ont pu déjà 2 fois détruire l'Europe. On peut se demander pourquoi cette fois-ci l'Europe, les pays européens doivent aller se battre pour défendre finalement des intérêts atlantistes en Ukraine contre la Russie. C'est quoi le rapport? Rappelons quand même que l'Ukraine, en 2004, il y a eu une révolution orange. Sous l'égide de l'OSCE, un 3e tour des élections a été mis en place, que le candidat élu n'était pas satisfaisant. C'est un peu ce qui se passe avec la Roumanie actuellement, quand finalement c'est pas le bon candidat qui risque de passer, on annule les élections. Et on annule. Voilà. Finalement, ça n'a pas été suffisant, puisque quelques années après, le candidat qui avait été écarté en 2004, finalement, est élu président. Donc, on organise 10 ans plus tard, en 2014, un soulèvement armé, avec des groupes particulièrement entraînés, financés, militarisés, avec le défilé sur la place Maïdan de tous les représentants occidentaux. Finalement, rappelons quand même que ce président signe un accord avec l'opposition, qui, sous l'égide de la France et de l'Allemagne, qui reprennent leurs petits avions le soir, ce qui fait que du coup, les hommes de main viennent pour buter ce président qui vient de signer un accord. Il se sauve. Finalement, il arrive en Russie, un peu comme Assad d'ailleurs. Donc, et derrière, on voit les programmes de l'OTAN qui se sont développés, qui sont installés. Cette militarisation, c'est fait, ça existait. C'est-à-dire qu'il y avait bien un programme qui était mis en place depuis longtemps. C'est-à-dire que c'était un projet. Oui, mais je peux renvoyer mes spectateurs. J'ai fait un entretien avec Jean-Michel Rafestin-Jacquemin, qui a écrit donc son dernier livre et justement sur la question de l'Ukraine, et c'est très bien détaillé. Et normalement, les spectateurs qui nous suivent normalement sont au courant de toute cette histoire et de toute cette orchestration, j'ai envie de dire. Mais merci de le long terme, hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, on en a parlé longuement avec lui et effectivement, et c'est du factuel là. Ce que vous êtes en train de raconter, c'est du factuel, tout simplement. Et simplement, le problème, c'est qu'il y a tellement de faits aussi qui s'ajoutent actuellement que quand vous n'êtes pas plongé dedans, quand c'est pas votre domaine, quand vous l'analysez pas, c'est normal, vous l'oubliez. Parce que les gens souvent oublient qu'avant 2014, il y a eu 2004 déjà. Et qu'ensuite, pendant 10 ans, l'OTAN et tous ces organismes internationaux aussi ont travaillé en Ukraine, sur l'Ukraine, et ont préparé tout ça. Ça n'a pas été fait du jour au lendemain. Donc, c'est ce qui est inquiétant aussi quand on voit ce conflit, c'est que on a parfois l'impression que le conflit joue pour ces forces atlantistes. C'est comme si elles arrivaient à mettre en place les conditions pour leur victoire. Et on le voit ça avec la Syrie, par exemple. Et on voit, et l'Iran est décapité, et le Hezbollah est coupé, et la Russie est occupée. Bon, et on voit que, et finalement, hop, après ça tombe.
il y a aussi, je dirais presque un facteur humain là qui joue. On parlait de la question géopolitique au début, et c'est vrai qu'on voit les États-Unis ont une conception extrêmement rationnelle, froide, militaire presque de la géopolitique. À la différence de la Russie, qui a ce côté un petit peu presque trop humaniste, trop philosophe derrière. Le problème est que à un moment donné, mais c'est normal, si vous voulez, en gros, vous êtes fatigué. Bon, vous faites une pause, ça s'est calmé pendant un certain nombre d'années. Vous soufflez, vous avez envie de reconstruire votre pays, vous avez envie que les gens vivent bien, vous avez envie que ça se passe bien. Les États-Unis, déjà, c'est pas leur problème, c'est pas leur territoire, c'est pas leur population, ça les intéresse pas. Ça marche pas maintenant, c'est pas grave, on revient dans 10 ans, ils seront encore plus fatigués. Et ça, c'est aussi la question qui se pose si on revient à l'Ukraine derrière, à la question des cessez-le-feu et il n'est pas possible objectivement aujourd'hui d'expurger le conflit, c'est-à-dire d'annuler la source de ce conflit. Si on gèle le conflit, on peut rentrer dans une guerre de 100 ans, hein, c'est vrai, parce qu'il va y avoir une certaine fatigue, parce qu'il va y avoir une certaine latence, on va reculer, mais on peut complètement dessécher le continent européen comme ça. Et c'est pour ça qu'il me semble que là, c'est un moment en fait où quand même les populations en Europe, et s'il existe encore de véritables oppositions politiques, c'est le moment de se réveiller et de relever la tête, parce que c'est à chacun à défendre son pays. Le problème que l'occupation entre guillemets globaliste que l'on subit en Occident actuellement, elle n'est pas visible. C'est-à-dire, c'est plus facile de vous battre quand vous avez vraiment une armée d'occupation avec ses chars, ses uniformes qui parlent une autre langue. Là, ce sont des gens qui n'ont pas de chars, pas d'uniforme et ils parlent votre langue. Donc, c'est beaucoup plus difficile pour se battre contre eux, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont moins dangereux. Merci beaucoup, Karine Bécher-Golovko. Merci de votre analyse. C'était la première fois qu'on vous recevait et je suis très heureuse. J'espère que ce sera encore, qu'il y aura d'autres entretiens avec vous. Merci beaucoup. Merci à vous.